James Butler Hickok est né à Troy Grove, Illinois, le 27 mai 1837 de William Alonzo Hickok et Polly Butler. Bill avait 4 frères et 2 sœurs, et ses parents étaient des baptistes qui s'attendaient à ce que Bill aille à l'église tous les dimanches. Ses parents exploitaient une gare le long du chemin de fer. Ils en profitaient pour faire sortir clandestinement des esclaves du Sud. C'est à cette occasion que le jeune homme et son père ont été pourchassés par des policiers qui avaient découvert leurs activités. James Butler Hickok commença alors à s'entraîner de façon frénétique avec les armes à feu, au grand désarroi de son père. Bill est devenu un tireur d'élite à un jeune âge, reconnu par tout son entourage. Le père de Bill est tué parce qu'il est en faveur de l'abolition de l'esclavagisme. Bill n'a alors que 14 ans. À 17 ans, il part travailler comme conducteur de halage en Illinois et au Michigan. Mais moins d'un an plus tard, il est maintenant au Kansas, où il devient conducteur de diligence à Monticello. Il y rencontrera Bill Cody, alias Buffalo Bill. En 1855, conduire une diligence n'était pas de tout repos. Les bandits et les Indiens étaient toujours à l'affût pour des attaques surprises. Bill s'est servi de son adresse supérieure au tir et une attitude très dure, sans concession, pour protéger avec succès les convois qu'il conduisait. C'est pendant ses parcours en diligence qu'une des légendes sur Wild Bill est née. Pendant un arrêt à Wetmore, au Colorado, il est attaqué par un ours cannelle. Wild Bill Hickok se serait battu à main nue et avec un couteau pour venir à bout de l'ours. Bill fut blessé gravement, mais l'ours, lui, gisait sur le sol mort. Les voyageurs de la diligence témoignèrent de ce combat qui fit le tour de tout l'Ouest américain. Par la suite, Bill retourne à Monticello, au Kansas, où il devient agent de la paix en mars 1858. Il travaille par la suite pour les gares Pony Express et Overland Express à Rock Creek, au Nebraska. Il rencontrera David McCandless. McCandless se plaît souvent à taquiner Hickok. Il lui dit qu'il a des traits féminins. C'est peut-être risqué pour McCandless, avec le résultat que Wild Bill courtisera Sarah Schull, une femme que McCandless aimait bien. McCandless, avec 2 amis, James Wood et James Gordon, ainsi que son fils, se rendent au relais de poste de Rock Creek pour recouvrer une dette le 12 juillet 1862. McCandless est l'ancien propriétaire du relais de poste de Rock Creek. Il affirme que Russell, Major et Waddell refusent de lui payer la somme due. De ce fait, il veut reprendre le relais. Les menaces à l'encontre du nouveau propriétaire Wellman fusent. Les insultes sont échangées. James Butler Hickok, qui est sur les lieux, s'interpose. Il tue net David McCandless. James Wood et James Gordon sont gravement touchés et mourront de leurs blessures. Hickok ainsi que Wellman sont innocentés car en légitime défense. James Butler Hickok se rend à Sedalia, au Missouri, en 1861. C'est la guerre de sécession. Hickok s'engage dans l'armée de l'Union en tant qu'éclaireur. Son surnom provient de son séjour dans l'armée
le surnom Wild Bill. Il semblerait que Hickok a arrêté une foule qui voulait pendre un barman qui avait tiré sur un voyou. Hickok aurait tiré au-dessus de la foule de très près, seulement pour les effrayer et les faire disperser. On raconte qu'une femme aurait crié « Tant mieux pour vous, Wild Bill ». À partir de là, ce surnom ne le quittera plus. Juillet 1865, Hickok perd une partie de cartes aux mains de Dave Toth. Wild Bill n'est pas en mesure de le payer. Toth lui prend sa montre en garantie. Hickok est fortement contrarié et avertit Toth de ne pas utiliser la montre, sinon il va le tuer. Le 21 juillet 1865, Hickok et Toth se rencontrent dans la rue. Toth exhibe la montre pour tous. Dans les instants suivants, Toth est abattu par Hickok, qui est encore une fois acquitté. Durant la guerre, Wild Bill et le général George Custer auront une solide amitié. Hickok était l'éclaireur de confiance pour Custer. Ils jouaient aussi tous les deux au poker. Cette amitié se terminera quand le général Custer mourra dans la célèbre bataille de Little Big Horn. La guerre est terminée depuis 1865. Hickok rencontre le correspondant Henry Stanley qui travaille pour le New York Herald. Hickok lui dit plus ou moins sérieusement qu'il a tué déjà plus de 100 hommes. Stanley va répandre la nouvelle comme une grande vérité. La légende de Wild Bill Hickok continue de grandir. En 1866, il devient shérif adjoint à Fort Riley au Kansas. Mais l'armée le rappelle, on a besoin de lui comme éclaireur. Vers la fin de 1867, il entre dans un saloon. Il a une altercation avec 4 hommes. Il en tue 3 et laisse le 4e avec un bout de joue en moins. Wild Bill continue à se déplacer. En 1867, il postule pour être le shérif du comté Ellsworth au Kansas, mais perd les élections. Il retourne pour un temps à l'armée. Il finira par devenir shérif à Hays City, au Kansas, en 1869. Le 24 août, il tue Bill Murray. Le 27 septembre, c'est au tour d'un dénommé Strawhan d'être abattu par Wild Bill. Il troublait l'ordre public dans les établissements de la ville. En juillet 1870, Hickok va s'interposer au Drum Saloon devant plusieurs soldats de la 7e cavalerie. Hickok est jeté au sol et roué de coups par les soldats. Hickok tue un soldat et en blesse un autre. Craignant les fautes de l'armée, Hickok démissionne de son poste de shérif et arrive à Abilene au Kansas, où il deviendra maréchal de la ville pour 150 $ par mois, en plus de 25% des amendes qu'il donnera lors des arrestations. John Wesley Hardin, l'un des hommes les plus craints de tout l'Ouest, débarque à Abilene. Au début, Hickok se montre complaisant avec Hardin, le laissant agir à sa guise, en notant que tout se passe bien dans la ville. Ils jouaient même aux cartes tous les deux. Ils étaient dans le respect mutuel, chacun connaissant la réputation de l'autre. Mais Hardin, qui avait un caractère bouillant, tira plusieurs coups de feu à travers le mur de l'hôtel où il résidait, sous le simple prétexte qu'il avait été réveillé par ses voisins de palier. Hardin sait que Hickok va bientôt arriver pour demander des comptes.
Il va en profiter pour déguerpir. Arden se cachera toute la nuit dans du foin, ne prend pas le temps de s'habiller, vole un cheval et se sauve sans demander son reste. L'un des hommes les plus craints de l'Ouest refuse de croiser le fer avec Wild Bill Hickok. Hickok joue beaucoup aux cartes et s'occupe des jolies dames et néglige ses fonctions de shérif. Samuel Henry, un observateur qui réside à Abilene, parlera de ses observations concernant Wild Bill Hickok. Son allure entière ressemblait à celle d'un tigre pourchassé, des yeux agités qui regardaient nerveusement autour de lui dans toutes les directions, scrutant de très près chaque étranger. Lorsqu'il jouait aux cartes, ce qu'il faisait la plupart du temps dans les saloons, il s'asseyait dans un coin de la pièce pour empêcher un ennemi de se faufiler derrière lui. Un journal local se plaint que Hickok ne fait pas son travail. Les joueurs, les escrocs, les prostituées et les proxénètes font ce qu'ils veulent. On se plaint que le désordre règne à Abilene. Le Bull's Head Saloon pose problème et les propriétaires Phil Coe et Ben Thompson étaient des joueurs et des hommes armés qui intimidaient, qui affichaient des peintures obscènes à leur établissement, ce qui choquait l'opinion publique. Hickok n'a pas eu le choix d'intervenir. Il assoira son autorité. Les panneaux seront retirés sous sa surveillance intimidante. Et comme par enchantement, Thompson quittera la ville et Coe vendra sa participation dans le saloon, même s'il resta un joueur. Hickok et Coe ont courtisé la même femme. Les rumeurs en ville disent que bientôt on va assister à un duel entre les deux. Si Phil Coe et Ben Thompson étaient intimidants, Wild Bill Hickok l'était encore plus. « 1871, nous sommes le 5 octobre. Les événements qui vont survenir vont mettre fin au poste de maréchal de Hickok. Beaucoup de cow-boys sont en ville. On tire des coups de feu. On se bat. On boit. On fête la fin de la saison du bétail. Coe fait partie de la bande. Coe va tirer un coup de feu sur un chien. Leur attend de peu. Wild Bill arrive et explique à Coe que les armes sont interdites à Abilene, mais Coe tire en direction de Hickok et le rate de peu. Wild Bill tire 2 fois sur Cole et parce qu'il entend des pas derrière lui, se retourne et abat par erreur son adjoint Mike Williams. Sous les pressions de la ville, Hickok remet sa démission. Ce sera la fin du transport de bétail passant par Abilene. Au début des années 70, Wild Bill a tenté de monter un spectacle de divertissement avec des animaux à la façon de Buffalo Bill, qui portait le nom de Daring Buffalo Chase of the Plains. Mais ce fut un échec retentissant. Son ami Buffalo Bill l'aida et l'incorpora à sa pièce dramatique Scouts of the Prairies. Bill gagnait bien sa vie. Il pouvait continuer à jouer et à fréquenter la gente féminine. Mais au fond de lui, il n'était pas heureux. Il n'était pas comédien. Il se mit à boire beaucoup et en mars 1874, il prit la décision de partir et de retourner dans l'Ouest.
Le 5 mars 1876, il épouse une femme plus âgée que lui, Agnes Lake Thatcher, qui l'attendait depuis quelques années. Wilde avait presque 39 ans et sentait sa mort imminente. Il était dans un état dépressif. Après le mariage, le couple se rendit à Cincinnati pour une lune de miel. Un mois plus tard, Bill partit pour l'Ouest en lui promettant de la faire venir dès que possible. Elle ne le verra plus jamais. En route pour Deadwood, il rencontre Calamity Jane à Laramie, au Wyoming. Bill et Calamity ont sympathisé car ils avaient deux choses en commun, le jeu et l'alcool. Plus tard, Calamité dira qu'elle formait un couple avec Bill, mais aucune preuve n'atteste cette affirmation. Wild Bill Hickok est rarement sobre depuis qu'il est arrivé à Deadwood. Il est en pleine déchéance. Il ne pouvait plus se mesurer aux meilleurs joueurs de poker. Il a même été arrêté à quelques reprises pour vagabondage. Hickok est à la croisée des chemins. Il est usé et désabusé. Le 1er août 1876, Hickok joue au poker avec Jack McCall, qui perdit lourdement. Wild Bill lui rend suffisamment d'argent pour manger et il lui conseille d'attendre avant de rejouer. Le 2 août 1876, Wild Bill entre dans le Nuttall Man's Saloon. Charlie Rich est assis à son siège préféré. Après beaucoup de réticence, Wild Bill prend la chaise qui le positionne dos à la porte et au bar, ce qu'il ne fait jamais. Il a toujours pour habitude de voir arriver le danger. Jack McCall est au bar. Il est frustré depuis la veille. Il a perdu gros devant Hickok et n'a pas supporté la supposée condescendance de Wild Bill. Il se glissa derrière Hickok. Il sortit son pistolet 45 et tira directement à l'arrière de la tête de Hickok, le tuant sur le coup. Il aurait crié « Prends ça !» Hickok détenait une paire de 8 et une paire d'as. On surnomma cette main « main de l'homme mort ». Hickok fut enterré dans le cimetière à l'extérieur de Deadwood. Son ami Charlie Hutter s'occupa des funérailles. Calamity Jane veilla à ce que Wild Bill ait une tombe appropriée en l'honneur d'un homme qu'elle aimait. On planta un drapeau américain dans le sol pour souligner les services rendus à l'armée durant la guerre. Toute la population du ravin, des prospecteurs aux prostituées, ont suivi son cortège funèbre jusqu'à la colline de démarrage. Charlie Hutter a placé une plaque en bois sur la tombe avec l'inscription « Wild Bill Hickok, tué par l'assassin Jack McCall à Deadwood Black Hills le 2 août 1876. Nous nous reverrons dans le joyeux terrain de chasse pour ne plus nous séparer. Au revoir, Colorado, Charlie, C.H. Hutter. Sa nouvelle épouse recevra une lettre que Bill avait écrite juste un jour avant sa mort. Apparemment, il semble qu'il a eu une prémonition de sa disparition imminente. Il lui écrivit « Agnès chérie, si telle est la situation que nous ne nous reverrons jamais au moment de tirer mon dernier coup, je prononcerai doucement le nom de ma femme, Agnès, et avec des vœux, même pour mes ennemis, je plongerai et tenterai de nager jusqu'à l'autre rive. »
Le jury à Deadwood rendit un verdict incompréhensible concernant Jack McCall, en le déclarant non coupable. Le journal local publia un article exprimant sa totale incompréhension. Sous la pression des travailleurs dans les mines et d'un certain California Joe, McCall quitta Deadwood avant qu'un malheur ne lui arrive. Il s'est dirigé vers le Wyoming et se vantait d'avoir abattu le célèbre Wild Bill Hickok, omettant bien sûr de dire qu'il l'avait tué lâchement par derrière. En se rendant au Wyoming, McCall fait l'erreur de sa vie. Deadwood était situé en terre indienne où les fondements juridiques n'existaient pas, ce qui n'est pas le cas au Wyoming. Ce sera maintenant une autre histoire. On arrête McCall à Laramie le 29 août 1876 et on l'accuse de meurtre. On le jugera à Yankton, Dakota du Sud. Le frère de Wild Bill, Lorenzo Butler Hickok, arrive de l'Illinois pour assister au procès et sera satisfait du verdict de culpabilité. Le 1er mars 1877, Jack McCall est exécuté par pendaison. Des années après la mort de Hickok, en 1900, Calamity Jane, vieillissante, s'est arrangée pour être photographiée à côté de son lieu de sépulture, envahi par la végétation. Vieille, maigre et pauvre, ses vêtements étaient en lambeaux et retenus par des épingles de sûreté. Tenant une fleur à la main, elle a déclaré qu'elle voulait être enterrée à côté de l'homme qu'elle aimait à sa mort. 3 ans plus tard, elle sera exaucée. Le capitaine Jack Crawford, qui a exploré avec Wild Bill avant qu'ils ne suivent tous les deux la ruée vers l'or jusqu'à Deadwood, dira de lui: Wild Bill avait ses défauts, des plus graves peut-être. Il s'enivrait, jouait et se livrait au libertinage général caractéristique de la frontière des premiers jours. Et pourtant, même lorsqu'il était enivré de whisky, il était doux comme un enfant, à moins qu'il ne se mette en colère pour des insultes intentionnelles. Il était loyal dans son amitié, généreux à l'extrême, et épousait invariablement la cause du plus faible contre le plus fort dans une querelle. James Butler Wild Bill Hickok a vécu une vie hors du commun. Soldat, homme de loi, conducteur de diligence, éclaireur, joueur de poker, l'un des plus grands tireurs de son époque. Son nom est entré dans la légende.